Et puis nous sommes à 20 jours de la COP21. Une réunion pré-COP s'est tenue aujourd'hui à Paris autour de Laurent Fabius. Près de 70 ministres ont fait le déplacement. Et on va en parler tout de suite avec mon invité ce soir, Selim Ramchaïn. Bonsoir, merci d'être avec nous. Vous êtes chef de projet COP21 à l'IDRI, l'Institut du développement durable et des relations internationales. Alors Laurent Fabius parle de progrès à l'issue de ces 2 journées de réunion. De quel progrès s'agit-il ? Alors, il y avait au moins 4 sujets à l'ordre du jour de ces réunions de travail. Quand il parle de progrès, on verra dans les détails des conclusions qui seront publiées très prochainement de quoi il s'agit. Nous, de ce qu'on regarde en suivant les négociations, ce qu'on voit, c'est qu'il y a des progrès sur l'idée d'un processus qu'on appelle de révision, c'est-à-dire pour augmenter à la hausse les contributions régulièrement au cours du temps, puisqu'on sait qu'aujourd'hui, elles sont encore insuffisantes. Il y avait également à l'ordre du jour de ces réunions les questions de finances qui sont hautement complexes et les questions d'équité, qui sont également des questions assez fondamentales pour ces négociations. Alors justement, parlons tout d'abord de l'insuffisance. L'objectif, c'est de réduire la hausse de la température à 2 degrés. Or, on sait très bien qu'on n'y sera pas. Là, au mois de décembre, on sera plutôt autour de 2-3. Je voudrais qu'on regarde ensemble ces photos parce qu'un institut a publié aujourd'hui des photos justement de villes sous l'eau. Ça sera dans quelques peut-être dizaines ou centaines d'années. Mais en tout cas, si... voilà, 2 degrés, voilà où on en est, et 3 degrés, voilà où on en est. Il y aura des villes, par exemple, comme Hong Kong, comme Bombay, comme Shanghai, qui disparaîtront complètement de la surface de la Terre. Tout à fait. C'est pour ça que c'est tellement important, ces 2 degrés. C'est pas juste. Peut-être nous commenter en même temps ces photos. Donc, ce qu'on voit là, c'est des conséquences du réchauffement climatique. Et vous voyez ce qui se passe entre 2 ou 4 degrés, c'est quand même pas du tout la même chose. Donc, on insiste tellement sur cet objectif de 2 degrés parce qu'on sait que si on va au-delà, si on va jusqu'à 4, mais parfois certains rapports mentionnent 6 degrés, c'est un monde totalement différent qui nous attend. Et c'est pas seulement grave parce que le monde change, c'est grave parce que ça aura des conséquences pour nos modes de vie au quotidien. Et ça a des conséquences en particulier pour les populations qui vivent près des côtes. Aujourd'hui, vous avez des millions de personnes qui habitent près des côtes. Je crois que c'est 10 millions de personnes. Si vous regardez rien qu'au Bangladesh, c'est des réfugiés climatiques en nombre très très impressionnant. Il y a un rapport de la Banque mondiale, juste il y a quelques jours, qui montre que c'est 100 millions de personnes qui vont être remises dans la pauvreté, alors qu'on s'est investi au cours des décennies précédentes pour les aider à sortir de la pauvreté. Donc, ces images le montrent bien. Si on ne veut pas un futur catastrophique auquel on ne pourra même pas faire face, parce que quand vous voyez ces quantités d'eau, on ne pourra tout simplement pas s'adapter, il faut tout faire pour limiter le réchauffement climatique. Mais si on n'arrive pas justement à la limitation de 2 degrés et on en prend le chemin, est-ce qu'on peut d'ores et déjà dire que ça va être un échec ? Alors, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que à la COP de Paris en tant que telle, le processus est assez simple. Les États ont dû mettre sur la table des contributions nationales, ce qu'ils ont fait tout au long de l'année. Aujourd'hui, où est-ce qu'on en est ? On a 131 contribution nationale, c'est-à-dire 158 pays, puisque l'Union européenne en donne une pour l'ensemble de ses États membres, qui montrent effectivement, donc on n'est pas encore dans cette trajectoire. Mais on a des pays qui s'engagent, qui ont fait, je dirais, leur premier effort. Maintenant, ce qu'il faut, c'est qu'on arrive à augmenter cet effort au cours du temps. On parle, par exemple, dans le texte de négociation, de rendez-vous tous les 5 ans. Donc revoyons-nous dans 5 ans, voyons ce qu'on peut faire de mieux ensemble et revoyons-le très vite, parce que ces conséquences du réchauffement climatique, on ne peut pas attendre pour y faire face. Plus on attend, plus ça va nous coûter de l'argent, plus ce sera difficile. Donc, à Paris, on n'aura certainement pas une révision de ces contributions qui viennent d'être mises sur la table. Elles vont sans doute pas changer d'ici décembre. Par contre, ce qui est très important, c'est qu'à décembre, on acte le principe de dire que c'est pas suffisant, même si ça représente un premier pas important, et donc qu'on va augmenter l'ambition le plus rapidement possible. Alors, quels sont les pays aujourd'hui qui ont fait le plus d'efforts ? Si on devait déjà faire un point sur ces pays-là. Alors, si vous regardez, il y a la Chine. Alors la Chine, donc ça, on parle d'un gros pays. Donc la Chine a fait des efforts très important. Elle parle d'un pic des émissions. En soi, ça, c'est nouveau. Donc, je dirais que pour la Chine, ce qui est particulièrement encourageant, c'est le fait que ce soit nouveau. Elle va créer un marché carbone à horizon 2017. Elle a déjà pris un nombre très important de mesures dans ses villes, tout simplement parce que la pollution affecte de façon dramatique sa population. Mais vous avez des États, je dirais qu'on attendrait peut-être un peu moins, des petits États comme le Bhoutan ou comme le Costa Rica, qui, eux, s'engagent carrément à être neutres en carbone. C'est-à-dire à horizon 2050-2100, à ne plus émettre de carbone ou alors à le compenser par leur forêt ou par d'autres mécanismes. Et quels sont les pays qui ont de gros efforts encore à faire ? Alors jusqu'à récemment, on attendait les contributions des pays pétroliers. On avait même peur que certains tout simplement ne mettent pas sur la table de contribution. Ce matin, on a eu le Soudan et l'Arabie Saoudite. Alors maintenant, il va falloir analyser. C'est la nouveauté. L'Arabie Saoudite, c'est important. L'Arabie Saoudite, c'est tout à fait important, ne serait-ce que symboliquement, pour le fait qu'ils mettent quelque chose sur la table. Ensuite, il va falloir regarder ce qu'il y a dans cette contribution, dans quelle mesure c'est ambitieux ou pas.
Moi, j'ai pas eu le temps de regarder aujourd'hui en détail et de vous faire une analyse là-dessus, mais on peut revenir pour en parler prochainement. D'accord. Vous en parliez tout à l'heure, l'aide aux pays pauvres, c'est très important. Ça fait partie des gros défis qui attendent cette COP 21. Aujourd'hui, François Hollande a reçu des chefs d'État africains. Où en est-on de ce fonds vert? On sait qu'il faut arriver à 100 milliards de dollars par an. Où en est-on des contributions aujourd'hui? Et est-ce qu'il y a vraiment de l'argent? C'est toujours la même question qu'on se pose. Est-ce que l'argent est déjà dans la cagnotte? Alors, c'est très important ces engagements et c'est très important tout d'abord parce que les pays dont on parle, ceux qui seront le plus affectés par le réchauffement climatique, c'est déjà les pays qui sont les plus pauvres aujourd'hui. Donc c'est très important qu'on puisse les aider et si on veut que l'accord de Paris permette réellement cette augmentation à la hausse des ambitions dont on parlait tout à l'heure, il faut qu'il y ait des mécanismes derrière pour les aider. Ça veut dire de l'argent, ça veut aussi dire des technologies, de l'expertise, etc. Sur les 100 milliards, où est-ce qu'on en est? On a eu une mobilisation de promesses d'argent public l'an dernier à 10 milliards. On a eu de nouvelles annonces cette année, notamment encore avec le président Hollande a fait des annonces en septembre à l'Assemblée générale des Nations Unies de plusieurs milliards supplémentaires pour la France, deux spécifiquement dédiés aux questions climatiques, parce qu'il y a aussi l'aide au développement, il y a aussi tout un tas d'autres types d'aides qui sont mis en place. Donc on avance petit à petit. Ceci dit, il faut quand même se rappeler que sur ces 100 milliards, il y aura d'autres sources que le financement public pur. Mais ce sont des questions très importantes et il va falloir encore qu'on avance là-dessus, au-delà des efforts qui ont été faits. Oui, parce que s'il faut dire à nos téléspectateurs qu'on voit bien les choses, c'est qu'on cherche aujourd'hui 100 milliards pour le fonds vert par an, alors qu'il est dépensé dans le monde 600 milliards d'aides justement de subventions aux énergies. Donc il faut changer ce rapport. Oui, enfin, il y a un énorme enjeu qui est juste d'investir au bon endroit. Si on veut vraiment faire une transition bas carbone à long terme, il faut simplement, petit à petit, progressivement, mais quand même de façon très déterminée, arrêter d'investir dans les énergies fossiles et arrêter d'investir dans toutes les industries particulièrement polluantes. Et ça, on le fait notamment avec de l'aide publique, mais aussi juste en remettant les investissements au bon endroit. Dans les années qui viennent, on va avoir des milliers de milliards d'euros dans les pays émergents pour construire leurs infrastructures. Ça, c'est de l'argent qui va être investi de toute façon. Si cet argent-là, il est mis dans des centrales à charbon, ça veut dire que c'est des émissions de carbone qui sont coincées là pour des décennies, pour des dizaines d'années. Donc, si on arrive, grâce à des rapports, à savoir que ça coûte simplement 1 ou 2 points de pourcentage, 1 ou 2 points de PIB de plus, donc c'est pas énorme, à les mettre pour des énergies bas carbone, là, ça vous fait aussi des co-bénéfices, que ce soit pour la santé, pour l'emploi, juste pour le bien-être et le bien vivre au quotidien. C'est un progrès. Donc, un des enjeux du financement, c'est pas seulement, même si c'est très important, l'aide aux pays les plus pauvres, c'est aussi une réorganisation globale de nos systèmes de financement. Pour cette COP21, on a tous évidemment en tête l'échec de Copenhague. Il y a un changement de méthode. Ségolène Royal avait critiqué ces méthodes de diplomates qui font leurs histoires en coulisses ou même ces réunions justement finalement un peu ministérielles comme il y en a eu aujourd'hui. Elle dit ça se fait au niveau des chefs d'État et de gouvernement. Et le fait que cette fois les chefs d'État arrivent dès le premier jour, et ils seront tous là notamment, normalement, est-ce que ça change la donne? Alors tout à fait, je crois que ça change la donne. D'abord parce que ça montre que c'est un sujet qui maintenant est porté au plus haut niveau. C'est plus seulement quelque chose pour des négociateurs climat ou pour des climatologues. C'est vraiment quelque chose dont parle le président des États-Unis, dont va parler le président de la Chine, dont parle l'Union européenne, le président de la France, etc. On aura au minimum 113 chefs d'État. C'est absolument impressionnant que ces chefs d'État viennent en amont de la COP à Paris. Ils vont ensuite pouvoir donner des directives très claires à leurs négociateurs et on espère effectivement que cela permette d'éviter l'échec de Copenhague où on avait attendu finalement jusqu'à la dernière nuit pour parvenir à un accord qui finalement, on connaît le résultat que ça a eu, c'était particulièrement décevant. Ouais, mais le temps a passé et ça a changé. En tout cas, la donne a changé. En tout cas, il y a une chose aujourd'hui qui est certaine, c'est la prise de conscience. Elle est réelle aujourd'hui, elle est là, de toute part. Ce qui n'était peut-être pas le cas encore à Copenhague. On entendait beaucoup les climato-sceptiques. Aujourd'hui, c'est plus du tout l'objet de discussion. Non, d'abord, il n'y a plus de débat sur cette question. Si tant est qu'il n'y en ait jamais. Il y en avait quand même encore. Il y en avait, mais c'était des faux débats, des débats qui n'étaient pas portés par des scientifiques. Mais au-delà de ces débats-là, ce qu'on voit vraiment qui a changé aujourd'hui, c'est une prise de conscience de l'ensemble des acteurs. Je vous le disais, c'est plus seulement les négociateurs, on a les villes qui agissent, on a les citoyens qui agissent, on a le secteur privé qui agisse, la communauté des assurances. Donc on le voit, ça se répand partout. En plus, on a des technologies qui sont disponibles aujourd'hui à un moindre coût. Le solaire est extrêmement moins cher que ce qu'il était au moment de Copenhague. Donc je pense qu'on a tout un tas d'indicateurs, tout un tas d'ingrédients qui sont réunis, qui devraient nous permettre d'avoir un succès à Paris, sans doute pas ambitieux au point où on l'imaginait, puisque comme on le disait, les 2 degrés ne seront pas au rendez-vous. L'important, c'est de se remettre dans cette trajectoire de 2 degrés après Paris, dès le lendemain de Paris, de commencer vraiment à construire cette transition dans l'ensemble des pays. Et pour ça, c'est très important aussi que les présidents soient là, parce qu'il va falloir mettre en place des politiques publiques. Merci beaucoup. Merci Céline Ramchac d'être venue sur le plateau de France 24.